À Plailly, au nord de Paris, l'année 2008 s'est ouverte sur une signature qui n'a fait aucun bruit dans les journaux télévisés, mais qui a résonné comme un coup de tonnerre dans tous les théâtres et les festivals de l'Hexagone. Cette année-là, le géant japonais Yamaha Corporation a absorbé 100% des parts de Nexo. En une fraction de seconde, l'un des bastions les plus fiers de l'ingénierie acoustique de scène française venait de perdre son indépendance historique. 10 ans plus tôt, ce même badge noir apposé sur des grilles d'acier incarnait exactement l'inverse. La rébellion d'un atelier francilien capable de faire taire les armadas américaines dans les plus grands stades d'Europe. Mais la véritable histoire de Nexo en France n'est pas un banal rachat d'entreprise. C'est l'histoire d'un choc frontal entre l'absolutisme de la mécanique acoustique et la réalité financière du marché mondial de la sonorisation. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des enceintes françaises, des marques hi-fi, des auditoriums et des ateliers qui ont façonné la manière dont la France a écouté la musique et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis. À Paris, dans un atelier du 11e arrondissement, en 1979. Pour comprendre comment Nexo s'est imposé comme l'un des piliers incontournables de la sonorisation professionnelle, un secteur où le son doit être projeté avec une précision chirurgicale sur de grandes distances, il faut d'abord observer l'immense paradoxe de la scène française à la fin des années 1970. À cette époque, la France vibre au rythme d'une explosion culturelle sans précédent. Les municipalités construisent des maisons de la culture par dizaines. Le printemps de Bourges attire des foules de plus en plus denses. Et les premiers grands festivals en plein air tentent de rivaliser avec les modèles anglo-saxons. Pourtant, sur le plan de la diffusion acoustique, les techniciens français se heurtent à un vide structurel critique. À l'époque, une société de prestation de concerts, ce que l'on appelle un loueur ou un prestataire pro, n'a concrètement le choix qu'entre deux extrêmes inconciliables. D'un côté, le marché propose des systèmes américains ou britanniques monumentaux, extrêmement lourds, hors de prix et soumis à des taux de change fluctuants qui ruinent les budgets des tournées hexagonales. De l'autre, les artisans locaux bricolent des empilements hétéroclites de pavillons en fibre de verre et de boomers, des haut-parleurs de graves, montés dans des caisses en contreplaqué pesant chacune plus de 100 kilos. Le résultat est une constante tragédie logistique et acoustique. Le son est criard dans le médium, dénué de cohérence spatiale, et les haut-parleurs rendent l'âme au bout de 3 concerts sous la pression des amplificateurs, poussés dans leur dernier retranchement. La France possède des musiciens, des ingénieurs du son talentueux et un public affamé de décibels. Mais elle manque cruellement d'un outil national fiable, normé et transportable. C'est précisément au cœur de cette absence qu'interviennent deux hommes, en 1979. Le Français Eric Vincenot et le Britannique Michael Johnson. Loin des salons feutrés de la haute fidélité parisienne, ces deux ingénieurs fondent Nexo, avec une obsession qui tient davantage de la physique balistique que de la poésie audiophile. Pour Vincenot, formé aux mathématiques appliquées et à la modélisation acoustique, une enceinte acoustique, un appareil qui transforme un signal électrique en son audible dans l'air, ne doit pas être conçu comme un meuble d'auditorium, mais comme une machine à dompter la pression de l'air. Les premières années de la marque s'écrivent au nord de Paris, dans une succession d'ateliers franciliens, avant que l'entreprise ne pose ses valises à Plailly, dans l'Oise, à quelques kilomètres de Villepinte. Les archives disponibles suggèrent que le premier capital de départ de l'entreprise s'élève à peine à 50 000 francs de l'époque, soit l'équivalent d'environ 26 000 de nos euros actuels. Une somme dérisoire face au budget de R&D des géants d'outre-Atlantique. Mais Vincenot et Johnson possèdent un avantage décisif. Ils écoutent les plaintes des techniciens de plateau sur le terrain. Ils comprennent que le coût d'une enceinte de sonorisation ne réside pas seulement dans son prix d'achat au catalogue, mais dans le temps que mettent 4 monteurs à la suspendre à une structure métallique à 2 heures du matin sous la pluie. La véritable entrée française de Nexo s'opère au début des années 1980 avec le lancement des gammes I, S et SI. Ces produits introduisent une philosophie qui va profondément bousculer les habitudes des loueurs français, la standardisation absolue. Pour la première fois sur le marché domestique, un prestataire peut acheter 4 boîtes, les coupler entre elles et obtenir un résultat acoustique parfaitement prédictible,
Selon les témoignages des ingénieurs du son de la radio, télévision française, RTF de cette période, l'adoption des systèmes Nexo dans les studios d'enregistrement et les cars régie mobiles tient à un détail technique crucial: le rendement, c'est-à-dire le niveau sonore produit par une enceinte pour une quantité donnée de puissance électrique. Là où une caisse traditionnelle demande des milliers de watts pour percer le bruit d'une foule, les pavillons conçus par Éric Vincenot parviennent à projeter la voix d'un présentateur ou le slap d'une basse avec une netteté déconcertante, tout en épargnant les étages de puissance des amplificateurs. Très vite, le tissu professionnel français s'empare de la marque. Les bons de commande ne viennent pas des particuliers, mais des théâtres municipaux, des scènes nationales nouvellement labellisées par le ministère de la Culture et des discothèques géantes de province qui cherchent à s'équiper de systèmes capables de fonctionner 12 heures d'affilée sans distorsion. Cette modification indésirable du son, ajoutée par l'enceinte lorsqu'elle fatigue, les estimations du secteur suggèrent qu'entre 1983 et 1988, les effectifs de l'atelier passent de 5 à plus de 30 artisans et techniciens spécialisés. Le bois est découpé en France. Les filtres, ces réseaux électriques, qui envoient le grave, le médium et l'aigu vers les haut-parleurs adaptés, sont soudés à la main sur des établis franciliens et chaque caisse subit des tests de torture thermique avant d'être glissée dans son flight case de transport. À la fin de la décennie 1980, le pari d'Éric Vincenot est en passe d'être gagné. Nexo a réussi à créer une troisième voie entre le gigantisme américain et l'amateurisme des productions locales. Mais l'entreprise n'est encore qu'un succès d'estime réservé aux initiés de la sonorisation hexagonale. Pour que le badge noir devienne une légende vivante dans le monde entier, il lui manque un coup de génie absolu. Un produit tellement polyvalent, tellement indestructible et tellement rentable qu'il va devenir la monnaie d'échange universelle de toutes les sociétés de location audio en France. Ce produit naît en 1993 et il porte un matricule que des générations de techniciens vont bientôt graver dans leur mémoire collective. En 1993, Nexo lance la gamme PS, et plus particulièrement un modèle qui va définitivement changer la physionomie de la sonorisation de proximité en France, la PS15. À première vue, l'objet n'a rien d'un monument de technologie spatiale. C'est une boîte trapézoïdale asymétrique en contreplaqué de bouleau de Finlande, recouverte d'une peinture noire granuleuse résistant au choc, pesant un peu plus de 28 kilos. Pourtant, à l'intérieur de ce coffret, la boîte en bois qui maintient les haut-parleurs et contrôle leur comportement acoustique, Éric Vincenot a dissimulé une révolution technologique majeure. La PS15 repose sur un concept géométrique totalement inédit: le pavillon à directivité constante asymétrique. Concrètement, le pavillon, cette forme évasée qui augmente le rendement d'un haut-parleur et projette le son dans l'espace, est conçu de telle manière que la dispersion du son est étroite dans le plan supérieur pour éviter les réflexions parasites au plafond, mais large dans le plan inférieur pour arroser uniformément les premiers rangs du public. Mieux encore, ce pavillon peut être pivoté physiquement par l'utilisateur. En quelques secondes, une enceinte de façade, destinée à arroser le public, se transforme en un retour de scène d'une précision chirurgicale pour les musiciens. Mais le véritable miracle acoustique de la PS15 ne réside pas uniquement dans le bois ou le pavillon. Il réside dans un boîtier électronique externe de format rack 19 pouces que Nexo rend rigoureusement indissociable de l'enceinte, le TD Controller. En France, au début des années 1990, le plus grand ennemi des sociétés de prestation n'est pas le public, ni l'acoustique des salles, c'est le disque jockey ou le sonorisateur de tournée qui pousse les fadeurs de la console dans le rouge. Le TD Controller résout ce problème par une boucle de rétroaction analogique complexe. Il mesure en temps réel la tension et le courant envoyés aux bornes du boomer, le haut-parleur de grave de 38 cm et de la chambre de compression, le moteur à haut rendement qui pousse le son dans le pavillon de l'aigu. Dès que la membrane du haut-parleur s'approche de sa limite mécanique, ou que la bobine mobile, le fil de cuivre qui bouge dans l'aimant, atteint une température critique, le processeur réduit dynamiquement le gain de la bande de fréquence concernée, sans altérer l'équilibre de la scène sonore. Le résultat sur le terrain est sidérant. Selon les témoignages des revendeurs hi-fi et pro-franciliens de l'époque,
Une paire de PS15 couplée à son TD contrôlé devient littéralement indestructible. Les loueurs découvrent qu'ils peuvent louer ce matériel tous les week-ends pendant 5 ans à des festivals de rock, des clubs techno ou des théâtres municipaux sans jamais avoir à remplacer une seule membrane ou un seul filtre électrique. Sur le plan commercial, la percée française est fulgurante. À sa sortie en 1993, une PS15 s'affiche au catalogue autour de 12 000 francs hors taxes, soit environ 2 800 de nos euros actuels, un investissement conséquent, mais que les sociétés de prestations rentabilisent en moins d'une saison estivale. La marque crée ce que les économistes appellent un fossé défensif absolu. La standardisation par le parc de location. À Lyon, Marseille, Lille, Nantes ou Bordeaux, un directeur technique de festival n'a plus besoin de transporter 40 enceintes dans ses camions. Il lui suffit de spécifier Nexo PS15 sur sa fiche technique, sachant avec une certitude absolue que n'importe quel prestataire pro-local dans un rayon de 50 km pourra lui en fournir 12 paires identiques, parfaitement compatibles entre elles. De grandes institutions culturelles nationales adoptent rapidement le système. Les auditoriums de la Maison de la Radio à Paris s'équipent de PS15 pour les retours de plateau des orchestres symphoniques, appréciant leur linéarité exceptionnelle dans le médium. Le registre de fréquence centrale, où vivent la clarté des voix et les harmoniques des cordes. Les célèbres clubs parisiens de la nuit, de la Locomotive au Queen sur les Champs-Élysées, abandonnent leurs imposants murs de son hétéroclite au profit de grappes compactes de PS15 suspendues aux structures métalliques. La presse spécialisée internationale de Sonomag à ProSound News salue une ingénierie qui réussit l'exploit de concilier une pression acoustique indécente et une finesse de restitution digne d'une enceinte de monitoring de studio. En l'espace de 4 ans, le matricule PS15 n'est plus seulement une référence au catalogue d'un fabricant francilien, c'est devenu le maître étalon de la sonorisation professionnelle en France, l'outil de travail quotidien de milliers d'intermittents du spectacle qui ne jurent plus que par ce coffret noir. Le badge sur la grille n'était pas une décoration, c'était une promesse sonore. Au milieu des années 1990, Nexo n'est plus un challenger astucieux tentant de se faire une place dans les auditoriums hi-fi et pro. C'est devenu une institution nationale, un géant technologique dont l'influence s'étend désormais bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Si la gamme PS a conquis les clubs parisiens et les théâtres municipaux, il reste à la marque un sommet bien plus vertigineux à gravir, celui de la sonorisation monumentale. Des concerts en plein air devant des dizaines de milliers de spectateurs où la physique de l'air devient un monstre indomptable. Pour s'imposer sur ce territoire chassé-gardé des Américains, Éric Vincenot concevra une arme absolue en 1996, le système Alpha. L'Alpha n'est pas une simple enceinte de sonorisation, mais un écosystème modulaire à haut rendement de type point source, une conception acoustique où chaque bloc d'enceinte projette le son depuis un point focal précis avant d'être couplé à ses voisins pour former un mur acoustique gigantesque. À l'intérieur de ces somptueux caissons noirs, Nexo pousse la logique des pavillons dans ses retranchements physiques ultimes. Le médium, ce registre critique de fréquence centrale qui transporte la présence des voix et la caisse claire, est confié à un haut-parleur spécifique chargé par un pavillon exponentiel complexe, capable de projeter une onde acoustique cohérente à plus de 100 mètres de distance sans qu'elle ne se brise contre le vent. À cette époque, le marché de la diffusion scénique française vit son âge d'or culturel. Les zéniths sortent de terre dans chaque grande métropole régionale. Les festivals d'été comme les Vieilles Charrues en Bretagne ou les Eurokéennes de Belfort attirent des foules de plus en plus denses et les grandes tournées de variétés françaises réclament des niveaux de pression acoustique inédits. Dans ce paysage en pleine ébullition, l'Alpha s'impose avec la brutalité d'un raz de marée. Les plus importantes sociétés de prestations hexagonales, de Dachau à Paris à Arpège, abandonnent définitivement leurs anciens systèmes composites au profit des grappes noires estampillées Nexo. Le tournant symbolique de cette hégémonie s'opère en 1998 au Stade de France à Saint-Denis, lors des grands événements marquant l'inauguration de cette arène monumentale de 80 000 places. Ce sont des colonnes d'enceintes Nexo Alpha, pilotées par des armoires de racks de processeurs analogiques,
TD Controller, qui se charge de vaincre une acoustique réverbérante, réputée indomptable. Les ingénieurs du son découvrent une machine de guerre d'une précision déconcertante. Le grave, reproduit par d'immenses caissons de basses équipés de doubles haut-parleurs de 46 cm, frappe la poitrine des spectateurs du premier au dernier rang avec une phase acoustique parfaite, créant une illusion physique de proximité absolue. Les estimations du secteur suggèrent qu'à la fin des années 1990, l'usine de Plailly tourne à plein régime, employant près d'une centaine de menuisiers, d'ingénieurs et de monteurs spécialisés. Nexo ne se contente plus d'équiper la France. La marque exporte massivement vers le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. La société de location britannique SSE Audio Group achète des centaines de boîtes Alpha, propulsant le badge francilien sur les scènes des plus grands festivals européens, de Glastonbury au Paléo Festival en Suisse. Sur le plan financier, l'entreprise franchit une étape historique en s'introduisant au second marché de la Bourse de Paris, permettant à Eric Vincenot et Michael Johnson de lever les capitaux nécessaires pour agrandir leur laboratoire acoustique de l'Oise. Pourtant, au sommet exact de cette gloire mécanique, un séisme technologique majeur est en train de se préparer à quelques dizaines de kilomètres de Plailly, dans les laboratoires d'un autre fabricant audio français, une invention qui va soudainement rendre obsolète le concept même de mur de son traditionnel et obliger Nexo à engager la bataille technologique la plus périlleuse de son existence. À la fin de la décennie 1990, le concept traditionnel de sonorisation monumentale en plein air se heurte à une barrière physique incontournable, les interférences acoustiques déstructurelles. Lorsque l'on empile des dizaines de caissons alpha en grappe verticale pour couvrir une arène de concert, les pavillons émettent des ondes sonores qui finissent par se percuter entre elles dans l'espace. Le résultat est une couverture acoustique chaotique. Certains spectateurs reçoivent un son d'une violence extrême, tandis que d'autres, situés quelques mètres plus loin, perçoivent un signal creux, dénué de basses fréquences et de clarté dans le médium. Pour résoudre cette équation balistique, une révolution technologique majeure s'impose dans le sud de la France avec l'avènement des systèmes d'enceintes en ligne, ce que l'industrie appelle désormais le Line Array. L'idée n'est plus d'éparpiller des pavillons point source, mais de suspendre une colonne verticale d'enceintes acoustiques strictement identiques, parfaitement jointives, dont les ondes se couplent de manière cohérente pour former un ruban sonore cylindrique projeté sur des centaines de mètres avec une atténuation minimale. Face à ce changement de paradigme brutal initié par son compatriote L Acoustics, Nexo joue sa survie industrielle et déploie en 2001 sa réponse absolue, la gamme Geo, inaugurée par le système GOT. À l'intérieur des laboratoires de Plailly, Eric Vincenot et son équipe de mathématiciens appliqués refusent de copier la concurrence. Ils conçoivent le GEOT autour d'une technologie brevetée audacieuse, le guide d'onde hyperbolique réfléchissant. Plutôt que d'utiliser des pavillons conventionnels, les hautes fréquences sont canalisées par un bloc d'aluminium usiné qui force l'air à sortir en une onde plane parfaite. Mieux encore, pour contrôler les basses fréquences qui ont tendance à baiser la scène et à assourdir les musiciens, Nexo intègre deux haut-parleurs de grave disposés en opposition de phase à l'arrière du coffret. Une technique qui crée une directivité cardioïde, propulsant l'intégralité de l'énergie acoustique vers le public, tout en laissant le plateau de scène dans un silence quasi monacal. En l'espace de 3 saisons, le GEOT s'impose comme une référence incontournable de la scène européenne. Les plus grandes sociétés de location hexagonale, de Régisène à Melpomène, investissent des millions d'euros pour renouveler leur parc. Les grandes salles de spectacle françaises s'équipent à tour de rôle. La halle Tony Garnier à Lyon, réputée pour son acoustique cathédrale complexe, adopte les lignes suspendues GEOT pour stabiliser son intelligibilité vocale. Les festivals d'été, des Eurokéennes de Belfort ou Hellfest à Clisson, déploient des rideaux d'enceinte Nexo pour alimenter des jauges de plus de 50 000 spectateurs, exigeant une dynamique sonore chirurgicale. Sur la scène internationale, la marque franchit un cap décisif lorsque le système est sélectionné pour sonoriser la prestigieuse scène de l'Opéra de Sydney, en Australie, prouvant qu'un atelier né dans l'Est parisien est capable de définir les standards acoustiques
des monuments les plus célèbres de la planète. Pourtant, cette victoire mécanique éclatante cache une vulnérabilité financière structurelle qui va bientôt précipiter l'entreprise dans une mutation irréversible. Pour concevoir, modéliser et fabriquer des systèmes line array d'une telle complexité mécanique, l'ingénierie acoustique de scène ne peut plus se contenter d'un savoir-faire en menuiserie et en électroacoustique analogique. Elle exige désormais des investissements colossaux en recherche et développement informatique, des processeurs de traitement numérique du signal, des microprocesseurs spécialisés dans la manipulation mathématique du son, de plus en plus puissants, et une capacité de production industrielle industrialisée à l'échelle mondiale. À Plailly, au milieu des années 2000, Eric Vincenot et Michael Johnson contemplent leur carnet de commandes pleins à craquer avec un mélange de fierté et d'anxiété absolue. Nexo a gagné la bataille du son, mais l'entreprise est en train de découvrir que dans la nouvelle économie audio mondialisée, la perfection balistique coûte désormais plus cher que ce qu'une structure indépendante française peut supporter seule. Le basculement historique de Nexo ne s'opère pas dans le fracas d'une faillite soudaine, ni dans la fermeture brutale d'un atelier francilien dont les machines seraient mises aux enchères. Le drame acoustique qui s'engage au milieu des années 2000 est infiniment plus insidieux. C'est l'histoire d'une lente asphyxie structurelle provoquée par la convergence implacable de plusieurs forces du marché mondial. Une entreprise d'ingénierie qui avait su vaincre l'acoustique des plus grands stades européens va progressivement découvrir que l'indépendance capitalistique est devenue une position intenable dans la nouvelle économie audio du XXIe siècle. La première force qui frappe l'atelier de Plailly est la flambée exponentielle des coûts de recherche et de fabrication française. Dans les années 1980, concevoir une enceinte de sonorisation réclamait du contreplaqué de qualité, des aimants lourds, des bobines mobiles endurantes et des filtres électriques passifs assemblés par des mains expertes. Mais à l'ère du line array, ces colonnes d'enceintes suspendues en ligne pour contrôler la diffusion du son dans de grandes salles, la matière première n'est plus le poste de dépense principal. Ce qui dévore la trésorerie de Nexo, c'est le temps de calcul informatique, la modélisation mathématique par éléments finis et la conception de processeurs numériques propriétaires capables d'aligner la phase acoustique de 24 boîtes en temps réel. Les salaires des ingénieurs en traitement numérique du signal augmentent. Le prix de l'aluminium usiné des guides d'onde grimpe et les charges liées au maintien d'une production domestique dans l'Oise pèsent de plus en plus lourd face à des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Cette pression financière interne est immédiatement exacerbée par une deuxième force. Une concurrence internationale d'une violence inédite et l'avènement d'un son jugé suffisant. Sur le segment suprême des tournées mondiales, Nexo doit livrer une guerre technologique permanente contre des géants disposant de ressources financières colossales, qu'il s'agisse de son compatriote L Acoustics, des Allemands de D et B Audio-Technique ou des Américains de Meyer Sound. Mais le danger le plus mortel vient d'en bas. Le marché des théâtres municipaux, des salles polyvalentes et des petits loueurs de province est soudainement inondé par des importations asiatiques à bas coût et des marques distributeurs. Ces enceintes importées ne possèdent pas la rigueur balistique d'une PS15. Leur dispersion dans le médium est chaotique et leur taux de distorsion s'envole à haut niveau. Pourtant, elles s'affichent à des tarifs 3 à 4 fois inférieurs au catalogue francilien. Le directeur financier d'une salle de spectacle de province ou l'organisateur d'un festival local ne cherche plus la perfection absolue du point source. Il cherche un système suffisant, capable de faire du bruit dans un budget contraint. Coincé entre des investissements de R et D devenus obligatoires pour rester dans la course au line array et une érosion constante de leur marge sur le milieu de gamme, Eric Vincenot et Michael Johnson font face à un mur capitalistique en 2005. Le tournant de cette tragédie s'écrit cette année-là, sous la forme d'un accord de partenariat stratégique avec la division audio professionnelle du géant japonais Yamaha Corporation. À Plailly, la direction présente cette alliance comme une formidable opportunité commerciale. Yamaha va injecter des capitaux frais dans le laboratoire acoustique de l'Oise. Et Nexo va pouvoir coupler ses enceintes aux célèbres amplificateurs et consoles de mixage numérique du constructeur nippon. Mais sur le terrain, les revendeurs hi-fi et pro pressentent immédiatement le début de la retraite. En acceptant cet adossement financier,
L'atelier francilien venait de mettre le doigt dans l'engrenage d'une quatrième force structurelle fatale, la consolidation corporative. Pourtant, en l'espace de 24 mois, la promesse d'une collaboration synergie laisse place à une implacable absorption opérationnelle. À Plailly, les ingénieurs découvrent que la cinquième force du marché est en train d'accélérer avec une violence inouïe. La mutation technologique, commerciale et culturelle de l'écoute professionnelle. Sur les scènes mondiales, le métier de sonorisateur ne consiste plus à aligner des amplificateurs analogiques d'une puissance brute en observant le débattement mécanique des haut-parleurs. L'industrie bascule dans l'ère de l'audio sur IP, des protocoles de transmission réseau comme le DANT et du contrôle centralisé par logiciel. Dans cet écosystème entièrement numérisé, une enceinte acoustique, cet appareil qui transforme un signal électrique en son audible, n'est plus qu'un périphérique matériel au sein d'une matrice informatique globale. Pour Yamaha, qui possède déjà les consoles de mixage numérique les plus vendues de la planète et les réseaux audio de référence, Nexo ne doit plus concevoir ses électroniques de son côté. Le célèbre TD-contrôleur analogique, qui avait fait la légende d'indestructibilité de la PS15 auprès des revendeurs franciliens, est définitivement relégué au musée. Il est remplacé par des contrôleurs amplifiés numériques, intégrant des algorithmes de protection directement codés au Japon, optimisés pour fonctionner nativement avec les écosystèmes réseau de la maison mère. Face à cette perte progressive de souveraineté technologique, la structure capitalistique de l'atelier de l'Oise ne tient plus qu'un fil. Les frais fixes liés au maintien de la menuiserie lourde en France continuent de s'alourdir, tandis que les marges commerciales de la marque sont désormais consolidées dans les rapports financiers annuels du groupe Nippon. Le chapitre final de cette perte d'indépendance historique s'écrit au printemps 2008. Cette année-là, les dirigeants de Yamaha Corporation rachètent l'intégralité des parts restantes détenues par Eric Vincenot, Michael Johnson et les actionnaires minoritaires du second marché de la Bourse de Paris. La transaction efface définitivement le nom de Nexo en tant qu'entité commerciale autonome. Sur le plan industriel, l'opération prend l'aspect d'une rationalisation chirurgicale. Les bureaux administratifs sont réorganisés, les stratégies de distribution sont alignées sur le réseau commercial mondial de la multinationale et les décisions d'orientation sur les futurs guides d'onde, ces pièces métalliques qui orientent la projection des aigus, ne se prennent plus autour d'un établi francilien, mais lors des conseils d'administration à Hamamatsu. Le laboratoire de Plailly n'est pas rasé. Il est métamorphosé en un centre de recherche et développement spécialisé, dédié à l'acoustique mécanique, mais sommé de soumettre ses prototypes aux impératifs de rentabilité d'un groupe coté à Tokyo. La mutation est achevée. Le marché a imposé sa loi. Le pionnier indépendant a cédé. Le bureau d'études francilien a perdu ses fondateurs. La bourse a avalé le titre. L'autonomie a disparu. Le géant japonais a pris le contrôle. En 2026, Nexo n'est ni une marque disparue dont on chercherait les vestiges dans une usine abandonnée, ni un insigne vidé de son sens collé sur des enceintes nomades grand public. La société a survécu, mais elle a survécu au prix d'une métamorphose absolue. À Hamamatsu comme à Tokyo, les dirigeants de Yamaha Corporation ont parfaitement compris qu'il aurait été absurde d'effacer un acronyme que 3 décennies d'ingénierie acoustique de scène avaient rendu légendaire auprès des techniciens du monde entier. Le laboratoire de Plailly a été préservé et sanctuarisé. Il fait aujourd'hui office de pôle d'excellence mondial en mécanique acoustique et en modélisation par éléments finis pour l'ensemble du groupe Nippon. Les ingénieurs franciliens continuent de dessiner des guides d'onde, de tester des charges balistiques et d'étudier la déformation des membranes sous haute pression. Mais leur découverte alimente désormais un écosystème numérique global dont le centre de gravité s'est définitivement déplacé vers le Japon. Cette continuité industrielle sur le sol français suscite un sentiment complexe au sein de la communauté des sonorisateurs et des passionnés d'audio professionnels hexagonaux. Sur les forums spécialisés comme sur les réseaux de vente d'occasion tels que Le Bon Coin, un véritable culte s'est développé autour des premières générations de produits sortis de l'atelier de l'Oise avant le rachat. Des collectionneurs et des petits loueurs indépendants s'échangent à prix d'or d'anciennes paires de PS15 d'origine, accompagnées de leur TD contrôlé analogique, recherchant cette signature sonore brute, immédiate, dénuée de toute latence informatique,
qui avait fait la gloire des nuits parisiennes et des théâtres municipaux des années 1990, pour ces nostalgiques de l'électroacoustique mécanique, un processeur analogique qui protège un boomer par la simple mesure de sa tension électrique possède une vérité balistique que les processeurs de signal numérique d'aujourd'hui, aussi puissants soient-ils, ne pourront jamais parfaitement reproduire. Pourquoi, près de 50 ans après sa création dans un modeste local parisien, le nom de Nexo continue-t-il de résonner avec autant de force dans la mémoire collective française? Parce que l'histoire de cette marque ne se résume pas à l'ascension et à l'intégration corporative d'un bureau d'études francilien, c'est le miroir d'une époque où la France a sincèrement cru qu'elle pouvait opposer sa seule intelligence mathématique et son savoir-faire manuel à l'hégémonie industrielle anglo-saxonne. Eric Van Snow et Michael Johnson ont prouvé que deux ingénieurs à l'écoute des monteurs de plateau pouvaient concevoir des enceintes acoustiques, ces appareils qui transforment un courant électrique en pression sonore, capables de redéfinir les standards d'acoustique des plus grands monuments de la planète, du Stade de France à l'Opéra de Sydney. Pourtant, cette trajectoire illustre également la cruelle réalité du marché audio contemporain. La fidélité acoustique absolue est une discipline qui ne tolère plus l'isolement financier. Lorsque la physique du son a exigé de passer des pavillons traditionnels aux algorithmes de traitement réseau complexe, la perfection balistique est devenue un luxe qui nécessitait l'assise capitalistique d'une multinationale. L'indépendance de l'atelier s'est inclinée devant la standardisation du réseau. À Plailly, les bâtiments abritent toujours des chambres sourdes et des presses hydrauliques. Les prototypes subissent toujours des tests de torture thermique avant d'être validés. Le badge noir orne toujours les grilles d'acier des systèmes d'enceintes en ligne déployés sur les scènes des grands festivals d'été. Mais le silence qui règne dans les bureaux de direction rappelle que les arbitrages financiers, qui dessinent du destin de ces boîtes en contreplaqué, ne s'écrivent plus en euros ni en français. Quelque part en province, dans l'arrière-salle d'un théâtre municipal construit sous l'ère des grandes politiques culturelles des années 1980, une vieille paire de PS15 repose à même le sol. Sa peinture noire granuleuse est écaillée par des centaines de chargements dans des camions de tournée. Sa grille d'acier est légèrement enfoncée, mais sa membrane en pulpe de cellulose attend patiemment le signal d'un amplificateur pour prouver, une dernière fois, qu'un coffret né dans l'Est parisien savait faire chanter l'air d'une pièce. On se retrouve dans la prochaine vidéo.